Lors du dîner de remise de diplôme de mon frère Luc, il n'y avait pas de siège pour moi. Lucie, ma mère, a ricané, tu n'as pas ta place à la table d'honneur. Je l'ai regardé commander du vin cher. J'ai répondu calmement, alors la personne qui n'a pas sa place ne paie pas. Le regard sur son visage quand l'addition est arrivée. Le dîner de remise de diplôme de Luc était censé être une célébration, mais il s'est transformé en cauchemar lorsque Lucie a ricané, pas de diplôme, pas de siège à la table d'honneur. Elle a commandé du vin prestigieux, s'attendant à ce que je règle la note. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que l'addition arrive et que je révèle un secret qui a détruit leur réalité financière pour toujours. Avant de continuer l'histoire d'aujourd'hui, nous avons une annonce urgente à faire. En raison de problèmes techniques, nous nous réorientons vers une autre chaîne. Veuillez vous abonner à notre nouvelle chaîne, Vengeance Héritée. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo, le commentaire épinglé et le tag de collaboration sur cette vidéo. Assurez-vous de changer de chaîne maintenant pour ne rien manquer. Merci pour votre soutien. Maintenant, retour à l'histoire. Le restaurant sentait le vieil argent, le cuir, l'acajou et un léger parfum entêtant de lys qui semblait masquer le renfermé sous-jacent de l'endroit. C'était le genre d'établissement où les menus n'avaient pas de prix et où les serveurs portaient des smokings mieux ajustés que les costumes de mariage de la plupart des gens. Lucie avait insisté pour aller au grand écrin. Le grand écrin, avait-elle annoncé des semaines auparavant, sa voix vibrant pratiquement d'autosatisfaction. Seulement le meilleur pour Luc. Il est, après tout, le premier de cette famille Lefebvre à accomplir quelque chose d'important. Je me souvenais de la façon dont ces mots avaient flotté dans l'air de mon atelier, au milieu des grains de poussière de la table en chêne antique que je restaurais. Quelque chose d'important. Je n'avais rien dit à l'époque. J'avais juste continué à poncer, le chuintement rythmique du papier de verre créant une barrière méditative contre ces piques passives et agressives. J'y étais habitué. J'étais celle qui avait les mains calleuses. Celle qui rentrait à la maison en sentant le vernis et la sueur. Celle qui avait gâché son potentiel pour travailler dans un métier manuel. Mais ce soir devait être différent. Ce soir, c'était pour Luc. J'avais lavé le vernis de mes mains, frotté la saleté sous mes ongles jusqu'à ce que ma peau soit à vif, et mis la robe en soie qui coûtait plus cher que mon premier jeu d'outils électriques. Je voulais être fier. Je voulais avoir ma place. Je me suis dirigé vers l'alcôve privée que Lucie avait réservée, les repérant instantanément. Il ressemblait à un tableau de magazine. Lucie était radieuse dans une robe argentée scintillante, menant la conversation. Jean-Pierre, mon père, était assis à côté d'elle, mal à l'aise dans son col rigide, mais hochant la tête à tout ce qu'elle disait. Et Luc, l'homme du jour, le tout nouveau licencié en lettres, était assis en bout de table, l'air empourpré et victorieux. Je me suis approché avec un sourire plaqué sur le visage, une carte de félicitations alourdie par un chèque dans ma pochette. « Salut tout le monde », ai-je dit, ma voix paraissant trop forte dans l'acoustique feutrée de la pièce. « Désolé, je suis quelques minutes en retard. » La circulation en venant de l'atelier était. Je me suis arrêté. Je me tenais au bord de la table circulaire. Il y avait 4 personnes, Lucie, Jean-Pierre, Luc et la petite amie de Luc, une fille discrète nommée Clémence, qui avait l'air terrifiée. Il y avait 4 chaises. J'ai regardé autour de moi, pensant que le serveur en avait peut-être juste retiré une pour laisser passer quelqu'un, mais l'espacement était délibéré. La table était mise pour 4. Verre en cristal, couvert en argent, serviettes parfaitement pliées, 4 couverts distincts. Oh, ai-je dit, le sourire vacillant, sentant une sueur froide perler sur mon cou. On dirait qu'ils ont oublié un couvert. Laissez-moi juste appeler le serveur. J'ai levé la main, mais la voix de Lucie a fendu l'air comme un diamant sur du verre. Ne te donne pas la peine, Amélie. J'ai baissé la main, me tournant pour la regarder. Elle ne me regardait pas. Elle inspectait sa manucure, une expression d'indifférence ennuyée sur son visage qui, je le savais, cachait une intention tranchante comme un rasoir. « Que veux-tu dire ?»« Je veux dire, » dit-elle en levant enfin les yeux. Ils étaient froids, dépourvus de toute la chaleur qu'une mère devrait avoir. Nous avons réservé la table d'honneur pour la famille, les personnes qui réussissent. C'est une célébration de l'enseignement supérieur, ma chérie. Une célébration de l'intellect. Elle m'a toisé de haut en bas, son regard s'attardant sur mes mains comme si elle pouvait encore y voir la sueur fantôme.
Tu n'es pas allé à l'université, a-t-elle déclaré, sa voix assez forte pour que la table voisine arrête de manger pour écouter. Tu as choisi le travail manuel. Tu n'as pas ta place à la table d'honneur. Ce ne serait pas approprié. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. J'ai regardé Jean-Pierre. Papa? Jean-Pierre a toussé soudainement, trouvant le motif de la nappe fascinant. Allons, Amélie, ne fais pas de scène. Ta mère veut juste que tout soit parfait pour Luc. J'ai regardé Luc, mon petit frère, le garçon à qui j'avais acheté sa première voiture. Luc? Luc a fait tournoyer son verre d'eau, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Je veux dire, Amélie, c'est une ambiance un peu exclusive ce soir. L'élite académique et tout ça. Tu peux probablement prendre un burger au bar ou quelque chose comme ça. On se retrouvera après. La trahison était pire que le diagnostic d'une maladie en phase terminale. Ce n'était pas seulement de l'exclusion, c'était une humiliation publique. Je me sentais physiquement malade, l'estomac noué. Au bar? Ai-je répété, la voix vide. Oui, a dit Lucie, me congédiant d'un geste de la main. Va t'asseoir là-bas. On te fera signe si on a besoin de quelque chose. Elle s'est tournée brusquement vers le serveur qui venait de s'approcher, son comportement passant instantanément à un charme mielleux. Garçon, nous sommes prêts à commander le vin. Nous commencerons par le Château Margaux, le millésime 2005. 2 bouteilles. Je me suis figé. Je connaissais ce vin. Je connaissais la liste des prix de cet endroit parce que c'était moi qui avais envoyé à Lucie le formulaire d'autorisation de carte de crédit pour garantir la réservation. Et, ajouta Lucie, adressant un sourire au serveur, apportez le service de caviar, le grand. Le serveur a hésité, me jetant un coup d'œil alors que je me tenais maladroitement près de la table. Et pour madame? Oh, elle s'en va, dit Lucie. Ou elle s'assoit au bar. Elle n'est pas avec nous. Je suis resté là une seconde, l'humiliation me brûlant la peau. J'ai regardé ma mère, la femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, commander des milliers d'euros de vin. J'ai regardé mon frère, qui avait à peine obtenu la moyenne, se pavaner comme un roi. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas crié. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas une rupture, mais une libération. Un mécanisme de verrouillage qui se désengageait. D'accord, ai-je dit doucement. Quoi? A sèchement répondu Lucie. J'ai dit, d'accord. J'ai reculé d'un pas. Profitez bien du vin. Je me suis dirigé vers le bar, mais je n'ai pas commandé de burger. J'ai commandé une eau pétillante. Je me suis assise là, à 10 mètres de distance, et je les ai observés. Je les ai regardés rire. Je les ai regardés trinquer. Je les ai regardés boire le vin qui coûtait plus que ce que Jean-Pierre gagnait en un mois. J'ai attendu. 2 heures plus tard, l'addition est arrivée. J'ai vu le serveur présenter le porte-addition en cuir à Jean-Pierre. Jean-Pierre l'a ouvert, a pâli, et l'a immédiatement glissé vers Lucie. Lucie l'a ouvert, a parcouru le total, puis, avec l'assurance d'une reine, a fait un geste vers le bar, vers moi. Le serveur s'est approché de moi. J'ai pivoté sur mon tabouret. Madame, dit le serveur, l'air mal à l'aise. La dame à la table, votre mère, a indiqué que vous vous occupiez de l'addition. J'ai regardé le serveur, puis j'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Lucie me regardait, une expression suffisante et expectative sur son visage. Elle a levé son verre dans un toast moqueur. Elle s'attendait à ce que je m'effondre. Elle s'attendait à ce que je sois la fille dévouée équipée pour le privilège d'être maltraitée. J'ai regardé l'addition dans la main du serveur. Elle s'élevait à 3140 €. Je me suis levé. J'ai attrapé ma veste sur le dossier du tabouret. Qui couvre les 3140 €? A demandé le serveur, sentant la tension. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix stable, assez forte pour porter dans la pièce silencieuse. Pas celle qui n'est pas à sa place. Et puis je suis sorti par la porte d'entrée. L'air nocturne m'a frappé comme un coup physique, froid et vif contre ma peau échauffée. Je n'ai pas arrêté de marcher. J'ai marché droit jusqu'à mon camion, mon magnifique, fiable et robuste pick-up que Lucie appelait une monstruosité,
et je suis monté à l'intérieur. Mes mains tremblaient si fort que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois avant de pouvoir les enfoncer dans le contact. Alors que le moteur rugissait, un son guttural et puissant qui m'apportait habituellement du réconfort, j'ai senti le premier sanglot se frayer un chemin dans ma gorge. Je l'ai ravalé. Je refusais de pleurer. Pas ici. Pas sur le parking du Grand Écrin, où le voiturier me regardait avec un mélange de pitié et de confusion. J'ai pris l'autoroute, me fondant dans le flot de la circulation, les lumières de la ville se brouillant en traînées de néon. Le silence dans la cabine était lourd, oppressant. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène dans ma tête. Tu n'as pas ta place à la table d'honneur. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était l'histoire derrière eux. C'était 29 ans à être l'autre enfant, la pratique, la solide, celle qui n'avait pas besoin d'éloges, juste d'instructions. Mon téléphone s'est allumé. Puis il a vibré. Puis il a commencé à sonner. Identification de l'appelant, Lucie. Je l'ai laissé sonner. Il s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé. Identification de l'appelant, Luc. J'ai serré les dents, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Je pouvais imaginer la scène à l'intérieur du restaurant. La panique s'installant, le serveur tournant autour, la prise de conscience que la carte de crédit qu'il supposait être enregistrée, ma carte de crédit, n'allait pas être présentée. J'ai pris la sortie pour mon appartement, la respiration saccadée. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Le contre-coup physique de la décharge d'adrénaline se faisait sentir. Mes membres étaient lourds. Ma tête me battait. Et il y avait une douleur vive et lancinante derrière mes yeux. Je me suis garé dans mon allée et j'ai coupé le moteur. Le silence est revenu, mais le téléphone continuait d'éclairer la cabine sombre comme un stroboscope. Message de Lucie, Amélie. Où es-tu? Le serveur menace d'appeler la police. Reviens immédiatement. Message de Luc, Amélie, c'est quoi ce bordel? Ce n'est pas drôle. Maman est en panique totale. Règle l'addition. Message de Jean-Pierre, Amélie, s'il te plaît, sois raisonnable. Raisonnable? J'ai ri. Un son dur et sec dans l'obscurité. Il voulait que je sois raisonnable. Il voulait l'Amélie qui hochait la tête et arrangeait les choses. L'Amélie qui payait l'hypothèque quand Jean-Pierre oubliait. L'Amélie qui couvrait les frais de scolarité de Luc lorsque sa bourse avait été annulée parce que ses notes avaient chuté. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de regarder les messages s'accumuler. Il pensait que ce n'était qu'un caprice. Il pensait que j'étais parti pour marquer un point et que j'allais faire demi-tour, revenir, m'excuser d'avoir fait une scène et leur tendre ma carte de crédit Platinum. Il pensait que c'était une négociation. Mais alors que j'étais assise là, à regarder la photo de mon atelier sur le fond d'écran de mon téléphone, l'entreprise que j'ai bâtie à partir de rien, la réputation que j'ai gagnée à la sueur de mon front, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant et d'exaltant. Ils ne comprenaient vraiment pas la dynamique du pouvoir. Ils croyaient à leurs propres mensonges. Ils croyaient que, parce qu'ils avaient les diplômes et le statut social, ils détenaient le pouvoir. Ils croyaient que moi, l'artisane sans éducation, j'étais inférieur à eux, chanceuse d'être autorisée dans leur orbite, pour payer pour leur orbite. J'ai relu le message de Lucie. Le serveur menace d'appeler la police. Qu'il le fasse, ai-je murmuré au camion vide. Ils avaient oublié une chose cruciale. Il ne s'agissait pas seulement du dîner de ce soir. C'était la maison. C'était les voitures. C'était toute la façade de leur existence de classe moyenne supérieure. Tout était construit sur des fondations que je maintenais. Et ils venaient de donner un coup de masse à leur seul mur porteur. J'ai éteint mon téléphone. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise dans mon salon, l'obscurité cédant lentement à la lumière grise de l'aube, entourée par le silence de ma propre maison, ma maison payée. Pour comprendre pourquoi sortir de ce restaurant a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre la dette que je sentais leur devoir. Une dette que Lucie calculait depuis le jour de mes 18 ans. Je n'étais pas la fille que Lucie voulait. Lucie voulait une débutante. Elle voulait une fille qui jouait du violoncelle, parlait français et épousait un médecin. Au lieu de ça, elle m'a eu, moi.
J'étais un garçon manqué qui aimait démonter les grille-pains pour voir comment ils fonctionnaient. J'étais l'enfant qui rentrait avec de la terre sous les ongles et des égratignures aux genoux. Quand j'ai annoncé que je n'irais pas à l'université et que j'utiliserais mes économies pour acheter une camionnette délabrée et démarrer une entreprise de restauration de meubles, Lucie a pratiquement organisé des funérailles pour mon avenir. « Tu seras une servante », m'avait-elle dit, sa voix tremblant de ce que je pensais être de l'inquiétude mais qui, j'ai réalisé plus tard, était de la honte. « Tu nettoieras les ordures des autres. » Mais j'étais doué pour ça. J'avais l'œil pour le bois, une patience pour le détail qui frisait l'obsession. Les restaurations d'Amélie ne sont pas restées une petite opération bien longtemps. À 24 ans, j'avais un atelier. À 26 ans, j'avais une liste d'attente de clients qui incluait les musées de la ville et des antiquaires haut de gamme. L'argent a suivi, du vrai argent, pas l'argent de poche avec lequel Lucie a grandi, mais de l'argent liquide. Et c'est là que la dynamique a changé. Ou plutôt, c'est là que le parasite s'est attaché. Ça a commencé modestement. Les heures de Jean-Pierre ont été réduites au cabinet. Pourrais-je aider avec la facture d'électricité? Bien sûr. J'étais la fille dévouée. Puis ce fut le toit. Puis l'assurance auto de Luc. Lucie ne demandait jamais. Elle insinuait. Elle soupirait en regardant une facture et disait « Oh, le stress est en train de tuer ton père. » Si seulement nous avions un peu de marge de manœuvre. Et moi, désespéré d'obtenir son approbation, désespéré qu'elle me regarde avec fierté au lieu de déception, je faisais le chèque. J'achetais leur affection. Je le savais au fond de moi, mais je me disais que c'était ce que les familles faisaient. Puis il y avait Luc, le fils prodige. Luc était tout ce que je n'étais pas. Charmant, académique, du moins, c'est ce qu'il prétendait, et complètement assisté. Il passait d'une spécialisation à l'autre, philosophie, puis histoire de l'art, pour finalement atterrir en sciences humaines générales. Lucie se pâmait devant lui. Mon érudit, l'appelait elle. Elle ne m'appelait jamais ma quelque chose. J'étais juste Amélie ou, quand elle parlait à ses amis, Amélie, celle qui travaille de ses mains. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre, regardant le soleil poindre à l'horizon. Lucie n'était pas seulement une snob. C'était une prédatrice déguisée en victime. C'était une femme qui croyait que le monde lui devait un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre, et elle m'avait conditionné pour être la financière de cette illusion. Elle portait des vêtements de marque qu'elle achetait avec des cartes de crédit que je remboursais. Elle conduisait une Mercedes en leasing qui était à mon nom parce que sa cote de crédit était inexistante. Elle était l'antagoniste principale de ma vie, non pas parce qu'elle était méchante, mais parce qu'elle savait exactement où se trouvaient mes points faibles et elle appuyait dessus avec une précision chirurgicale. Elle savait que j'avais soif de validation, alors elle me la refusait, la suspendant juste hors de portée, achetable au prix d'un versement hypothécaire ou de frais de scolarité. Mais la nuit dernière, elle avait trop joué avec le feu. Elle était devenue si à l'aise avec ma soumission, si assurée de mon besoin désespéré d'appartenance, qu'elle a pensé qu'elle pouvait m'humilier en public et que je paierais quand même l'addition. Elle pensait qu'elle pouvait me séparer de la famille tout en utilisant mes ressources pour célébrer l'enfant meilleur. Elle pensait que j'étais un instrument contondant, un marteau. Elle était sur le point de découvrir que j'étais une artisane de maître. Je savais comment construire des choses, oui, mais je savais aussi exactement comment les démonter. Je savais où se trouvaient les joints. Je savais quelle vie maintenait toute la structure ensemble. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas ouvert mes courriels. Je n'ai pas vérifié mes messages. J'ai ouvert mon portail bancaire en ligne. L'écran illuminait mon visage, projetant une lueur bleue dans la pièce. J'ai regardé la liste des comptes, les comptes joints, les cartes supplémentaires, les prélèvements automatiques. Vous voulez être la table d'honneur, ai-je murmuré, mon doigt planant au-dessus de la souris. Vous voulez être l'élite. J'ai cliqué sur le premier compte, compte de dépenses du ménage Lefebvre. J'ai sélectionné option. J'ai déplacé le curseur sur geler le compte. J'ai cliqué. Le matin après le dîner, le soleil ne s'est pas seulement levé, il a brillé d'un éclat aveuglant. J'étais assise dans mon bureau à l'arrière de l'atelier, entourée de l'odeur de la sueur et de l'huile de lin, des parfums qui manqueraient habituellement, mais qui aujourd'hui ressemblaient aux vestiges d'une vie que j'étais en train de démanteler activement. Mon téléphone vibrait encore par intermittence, 37 appels manqués, 14 messages vocaux,
une série de messages allant de la supplication à la diatribe. Je les ai tous ignorés. À la place, je me suis concentré sur les 3 écrans d'ordinateur qui brillaient devant moi. Je n'étais pas seulement une charpentière. Diriger une entreprise signifiait que j'étais aussi une comptable, une gestionnaire de projet et une experte en logistique. Je savais comment suivre une trace écrite. Et pour la première fois de ma vie, j'utilisais ces compétences contre ma propre famille. D'accord, ai-je marmonné à la pièce vide, en prenant une gorgée de café froid. Voyons les dégâts. J'avais déjà gelé le compte joint que je partageais avec Jean-Pierre pour les urgences du ménage. C'était la partie facile. Mais en creusant plus profondément dans mon propre rapport de crédit, un nœud d'angoisse a commencé à se serrer dans mon estomac. J'ai affiché mon historique de crédit. Je m'attendais à voir mes prêts d'entreprise, les paiements de mon camion, mon hypothèque, une dette saine et standard. Ce que j'ai vu m'a fait blêmir. Il y avait une carte de crédit ouverte il y a 18 mois. La carte Platinum. Solde, 22 650 €. Statut, en souffrance. Je n'avais pas ouvert cette carte. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. C'était la feuille de route de la vanité de Lucie. Sephora, 415 €. Galerie Lafayette, 1110 €. Le spa d'un grand hôtel, 740 €. Puis j'ai vu les virements. 1850 € vers l'application de paiement de Luc. 1390 € vers un autre compte de Luc. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le cuir grinçant bruyamment dans le silence. Usurpation d'identité. Ma propre mère avait commis une usurpation d'identité contre moi. Elle avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour financer un style de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre, tout en se moquant du travail même qui rendait ma cote de crédit suffisamment impeccable pour être exploitée. Mais la véritable horreur n'était pas la carte de crédit. C'était les paiements des frais de scolarité. Pendant 4 ans, j'avais fait un chèque chaque semestre de 11 100 € pour combler le manque de l'aide financière de Luc. Je les faisais à l'ordre de Jean-Pierre, qui insistait pour s'occuper directement du bureau du trésorier pour m'épargner la paperasse. J'ai retrouvé les images des chèques encaissés dans les archives de ma banque. À l'ordre de Jean-Pierre et Lucie Lefebvre. Endossement au dos, pour dépôt seulement sur le compte se terminant par 4490. Je me suis figé. Le compte 4490 n'était pas celui de l'université. Ce n'était même pas le compte joint auquel j'avais accès. C'était un compte privé dont j'ignorais l'existence. Ils n'ont pas payé l'école, ai-je murmuré, la prise de conscience me frappant comme un coup physique. Alors, comment Luc paie-t-il ses études? Je devais savoir. Je ne pouvais plus me contenter de deviner. J'avais besoin de preuves concrètes et admissibles. J'ai attrapé mes clés. Je me suis dirigé vers le grand classeur en acier dans le coin où je gardais mes anciens documents juridiques. J'ai sorti le formulaire de procuration que Jean-Pierre avait signé 3 ans plus tôt lors de son alerte cardiaque. Il ne l'avait jamais révoqué. J'avais l'autorité légale pour accéder à ses dossiers financiers. Je me suis rendu à la banque, non pas à l'agence en ville où tout le monde nous connaissait, mais à la succursale principale. Je suis entré avec mon classeur de documents, portant mes bottes de travail et une chemise en flanelle, le visage figé dans un masque de détermination sombre. Le banquier, un jeune homme nommé Damien, a regardé la procuration puis moi. Tout semble en ordre, mademoiselle Lefebvre. Quel document recherchez-vous? J'ai besoin des relevés du compte 4490, ai-je dit, la voix stable. Remontant à 4 ans. Et je dois savoir s'il y a des prêts étudiants associés à Jean-Pierre Lefebvre ou Luc Lefebvre qui sont co-signés par ce compte. Damien a tapé pendant un moment, le front plissé. Je peux imprimer les relevés. Quant aux prêts, oui, il y a 4 prêts garantis rattachés au profil de Jean-Pierre, pour un total de 111 000 €. Mes genoux ont failli flancher. Je leur avais donné près de 92 500 € en chèque pour les frais de scolarité. Ils avaient empoché mon argent et contracté des prêts au nom de Jean-Pierre de toute façon. Ils étaient noyés sous les dettes, me volant et ruinant leur propre avenir, tout ça pour maintenir une illusion. Imprimez-les, ai-je dit. Imprimez tout. J'étais de retour à l'atelier à midi, la pile de relevés bancaires posée sur mon bureau comme une arme chargée. Je surlignais une transaction, voyage à Nice, 3 700 €, payé avec de l'argent qui était censé être pour les manuels de Luc,
quand j'ai entendu les pneus crisser sur le gravier à l'extérieur. Je n'ai pas levé les yeux. Je savais qui c'était. Le claquement agressif d'une portière de voiture était un indice révélateur. La porte de l'atelier s'est ouverte en grand, heurtant le mur. Amélie. La voix de Lucie était un hurlement. Elle est entrée d'un pas décidé, suivie de près par un Jean-Pierre Blême et un Luc Maussade. Lucie portait des lunettes de soleil surdimensionnées et un trench coat, ressemblant à une célébrité évitant les paparazzis. Mais la tension dans sa mâchoire gâchait l'effet. Espèce de petite ingrate et rancunière. A-t-elle commencé, marchant vers mon bureau. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait hier soir? L'humiliation. Le serveur a menacé d'appeler la police sur nous. Sur les Lefebvre. J'ai continué à surligner. Boutique de luxe, 2590 €. On a dû appeler ton oncle Jérôme pour nous sortir de là, a ajouté Luc, s'appuyant contre un établi et regardant son téléphone. C'était super embarrassant, Amélie. Sérieusement, tu dois 2750 € à Jérôme. Je ne dois rien à personne, ai-je dit, levant enfin les yeux. Je ne me suis pas levé. Je suis restée assise, le lourd bureau en chêne agissant comme une forteresse entre nous. Et descend de l'établi, Luc. C'est une planche de noyer de 300 ans. Elle vaut plus que tes études. N'ose pas parler à ton frère comme ça. Lucie a frappé du poing sur mon bureau. Dégèle les comptes, Amélie, tout de suite. L'hypothèque est du mardi, et ma carte a été refusée à la station-service ce matin. Sais-tu de quoi ça a l'air? Le sais-tu? Ça a l'air que vous êtes fauché, ai-je dit calmement. Nous ne sommes pas fauchés, a sifflé Lucie. Nous sommes à court de liquidité parce que tu fais un caprice. Maintenant, arrange ça. Excuse-toi auprès de ton frère pour avoir gâché sa soirée. Fais le virement, et nous discuterons de ta punition plus tard. Punition? J'ai ri. C'était un son froid et sec. Tu penses être en position de me punir? J'ai pris la première feuille de la pile. Le relevé de la carte de crédit qu'elle avait ouverte à mon nom. Qui a ouvert la carte Platinum à mon nom, Lucie? La couleur a instantanément quitté son visage. Elle s'est figée, la main toujours sur le bureau. Je ne sais pas de quoi tu parles. Quoi que ce soit, c'est une erreur. Il y a ta signature sur la demande, ai-je dit, brandissant la photocopie que la banque m'avait faxée. Et l'adresse de facturation est votre maison. C'est de la fraude, mère. De la fraude. Usurpation d'identité. Puni par la loi. Jean-Pierre a émis un petit son d'étouffement. Amélie, allons, n'utilisons pas des mots pareils. Alors utilisons des mots comme vol, ai-je dit, tournant mon regard vers lui. J'ai claqué la pile de relevés bancaires sur le bureau. Je vous ai donné 88 800 € sur 4 ans pour les frais de scolarité de Luc. Où est cet argent, papa? Jean-Pierre a regardé ses chaussures. Il a regardé Lucie. Il a regardé la sortie. Nous. Il y avait des dépenses. La maison, maintenir notre rang. C'est cher, Amélie. Tu ne comprends pas la pression. Je comprends que vous avez pris mon argent, que vous l'avez dépensé en vêtements de marque et en vacances, et que vous avez contracté des prêts à 6 chiffres à votre propre nom pour couvrir les frais de scolarité, ai-je dit. Je comprends que vous êtes financièrement démunis, et que vous m'avez utilisé comme une tirelire. C'était pour la famille. A crié Lucie, abandonnant le déni. Nous devions maintenir les apparences. Pour Luc, pour son avenir. Tu as plein d'argent. Tu te salis les mains dans la terre et tu gagnes des milliers. Pourquoi ne devrais-tu pas le partager? C'est le moins que tu puisses faire après. Après quoi? Je me suis levé. Après que je ne sois pas allé à l'université que vous vouliez? Après vous avoir embarrassé en travaillant pour gagner ma vie? Oui. A-t-elle craché? Tu nous dois ça. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné un complexe et une facture, ai-je dit. Et j'ai fini de la payer. Si tu ne débloques pas ces comptes, a menacé Lucie, sa voix baissant à un murmure venimeux, tu n'es plus ma fille. Je te déshériterai. Tu seras morte pour nous. Le testament? J'ai ricané.
Maman, regarde ces papiers. Il n'y a rien dans le testament. Vous n'avez aucun actif. Vous avez une valeur nette négative. La maison est hypothéquée jusqu'au cou. Il n'y a rien à hériter à part des dettes. Lucie me regardait, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Elle avait vécu dans l'illusion si longtemps qu'elle croyait vraiment qu'il y avait une fortune quelque part. Sortez, ai-je dit. Amélie, a commencé Luc, l'air vraiment inquiet maintenant. Sortez, ai-je répété, avant que j'appelle la police et que je signale la fraude à la carte de crédit. Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété. Lucie a redressé son manteau, retrouvant un semblant de sa composure hautaine. Tu le regretteras. Tu reviendras en rampant quand tu réaliseras que tu n'as plus de famille. J'ai réalisé que je n'avais plus de famille hier soir au restaurant, ai-je dit. Maintenant, je ne fais que nettoyer les dégâts. Elle a tourné les talons et est sortie d'un pas sec. Jean-Pierre a suivi, ressemblant à un fantôme. Luc a hésité une seconde, regardant les papiers sur mon bureau, puis s'est retourné et a couru après eux. Ils n'ont pas abandonné, bien sûr. Les prédateurs ne s'en vont pas simplement quand la proie se défend. Ils deviennent désespérés. Les 3 jours suivants furent un cours magistral de manipulation sociale. Lucie ne m'a pas attaqué directement, elle s'en est prise à ma réputation. J'ai commencé à recevoir des appels de membres de la famille élargie, des tantes que je n'avais pas vues depuis des années, des cousins qui m'ignoraient habituellement. Amélie, comment as-tu pu laisser ta mère en plan dans un restaurant? Amélie, j'ai entendu dire que tu essayais d'expulser tes parents. Amélie, voler l'argent de la retraite de ton père, c'est vraiment bas. Elle tissait une histoire où j'étais la voleuse. Elle racontait aux gens que j'avais détourné des fonds des comptes familiaux, qu'elle m'avait coupé les vivres et que maintenant, je me vengeais. C'était insensé, mais pour les gens qui ne connaissaient pas la situation, c'était plausible. J'étais celle sans éducation, après tout. Peut-être que j'étais désespéré. Je n'ai pas réagi. Je ne me suis pas défendu sur les réseaux sociaux. J'ai continué à travailler. Mais je savais qu'il me fallait le coup de grâce. Il me fallait quelque chose qui ne pouvait pas être déformé. J'ai réexaminé l'écart dans les frais de scolarité. Quelque chose ne collait pas. Même avec les prêts que Jean-Pierre avait contractés, le calcul était faux. Les prêts couvraient les frais de scolarité, le logement et la nourriture. Mais j'avais vu le style de vie de Luc. Il vivait dans un appartement qui coûtait 2310 € par mois. Il conduisait une BMW neuve. J'ai décidé d'appeler le bureau du registraire de l'université. Bonjour, ici le bureau du registraire. Comment puis-je vous aider? Bonjour, ai-je dit, en prenant ma voix la plus professionnelle. Je m'appelle Amélie Lefebvre. J'appelle concernant le compte de Luc Lefebvre. Je suis l'une des contributrices financières et j'ai besoin de vérifier le solde final avant de finaliser un paiement. Un instant. Lefebvre. Luc. Le cliquetis du clavier semblait durer une éternité. D'accord, j'ai son dossier. Quelle était la question? Je vérifie juste le solde final pour l'autorisation de sa remise de diplôme. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de blocage. Il y eut une pause. Une longue et lourde pause. Madame, Luc Lefebvre n'est pas sur la liste des diplômés. Mon cœur s'est arrêté. Pardon? La cérémonie est dans 2 semaines. Nous venons d'avoir le dîner. Luc Lefebvre a été mis en exclusion académique il y a 3 semestres, a dit l'employé, sa voix sèche et factuelle. Il n'est plus inscrit à des cours depuis plus d'1 an. Il n'y a pas de solde parce qu'il n'y a pas de frais de scolarité. Je me suis rassise, le téléphone pressé contre mon oreille. Il avait abandonné. Il avait abandonné il y a 1 an et demi. Le dîner, la célébration de l'intellect, la table d'honneur, tout était un mensonge. Une fabrication complète et totale. Vous en êtes sûr? Ai-je demandé, la voix tremblante. Positive. Il n'est pas étudiant ici. J'ai raccroché. La colère qui m'a envahi n'était pas chaude. Elle était glaciale. Elle était clarifiante. Il m'avait humilié pour ne pas avoir de diplôme tout en célébrant un garçon qui avait été renvoyé. Ils avaient pris mon argent pour les frais de scolarité d'une école qu'ils ne fréquentaient pas. Lucie le savait. Elle devait le savoir.
Les chèques de scolarité que j'écrivais, elle ne se contentait pas de les écrémer, elle gardait tout. Les prêts que Jean-Pierre contractait, il vivait dessus. J'ai regardé le calendrier. Dimanche. Ce dimanche, c'était le barbecue annuel de la famille Lefebvre. C'était une tradition, un grand rassemblement de la famille élargie, des amis et des voisins. Lucie m'avait envoyé un message spécifiquement pour me dire que je n'étais pas invité et que des agents de sécurité seraient engagés pour me tenir à l'écart. J'ai souri. C'était un sourire terrifiant, même pour moi. Je n'allais pas entrer par effraction. Je n'en avais pas besoin. Je possédais le terrain sur lequel le barbecue était organisé. Techniquement, le domaine familial avait été placé dans une fiducie il y a 5 ans pour le protéger des mauvaises affaires de Jean-Pierre. Et qui était la fiduciaire qui payait les impôts fonciers? Moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocate. « Salut Claire », ai-je dit. « J'ai besoin que tu rédiges un avis d'expulsion, et j'ai besoin d'une escorte de police pour une inspection de la propriété dimanche après-midi vers 14 h. Oui, pendant le barbecue. Apporte un mégaphone. » J'ai regardé la pile de preuves, la fraude à la carte de crédit, les relevés bancaires, et maintenant le relevé de notes que je venais de télécharger depuis le portail étudiant en utilisant le mot de passe que Luc utilisait pour tout, le nom de son chien. Je n'allais pas seulement m'asseoir à la table d'honneur. J'allais la renverser. Le dimanche après-midi était parfait. Le ciel était d'un bleu brillant et sans nuages, et une douce brise faisait bruisser les feuilles des vieux chênes qui bordaient l'allée du domaine Lefebvre. De là où j'étais assise dans mon camion, garé juste devant le portail principal, je pouvais entendre le faible murmure des voix et le tintement des verres. Lucie avait mis les petits plats dans les grands. Il y avait des tentes blanches, des stands de traiteurs et un trio de jazz qui jouait une musique douce et inoffensive. Des voitures bordaient la longue allée de gravier, Mercedes, BMW, Tesla. C'était un rassemblement de l'élite locale, les personnes même que Lucie vivait pour impressionner. Et au centre de tout cela, je le savais, se trouvait Luc, jouant le rôle du génie incompris, et Lucie, la martyre souffrante d'une fille difficile. J'ai regardé ma montre, 14 h. Une berline noire s'est garée à côté de moi. Maître Claire Bonnet, mon avocate, en est sortie, élégante dans un blazer marine. Derrière elle, une voiture de police s'est arrêtée, l'officier me faisant un signe de tête. « Prête ?» a demandé Claire en me tendant une enveloppe épaisse. « Plus que tu ne l'imagines », ai-je répondu en sortant du camion. J'ai lissé mon propre blazer. Pas de robe aujourd'hui, mais un tailleur pantalon. Je n'étais pas ici en tant que fille. J'étais ici en tant que propriétaire. Nous avons remonté l'allée ensemble. En nous approchant de la pelouse principale, le brouhaha s'est estompé. Les têtes se sont tournées. Les chuchotements ont commencé. Lucie tenait salon près de la fontaine à champagne. Elle m'a vu, et son visage est passé de celui d'une hôtesse gracieuse à celui d'un venin pur en un battement de cœur. Elle a marché vers moi, ses talons s'enfonçant légèrement dans l'herbe. « Je t'avais dit de ne pas venir », a-t-elle sifflé, assez fort pour que les invités proches l'entendent. « C'est un événement privé. » Sécurité. 2 hommes costauds en t-shirt noir ont commencé à se diriger vers moi. « Monsieur l'officier », ai-je dit calmement, en faisant un signe de tête au policier derrière moi. L'officier s'est avancé, la main posée sur sa ceinture. « Madame, reculez. C'est une affaire civile, mais je suis ici pour m'assurer que l'ordre est maintenu pendant que Madame Lefebvre mène ses affaires. » Lucie a vacillé. « Affaires ? Quelles affaires ? C'est ma maison. » En fait, intervint Claire Bonnet, sa voix projetée clairement, c'est la propriété de la fiducie familiale Lefebvre. Et depuis ce matin, la seule fiduciaire, Amélie Lefebvre, exerce son droit d'inspecter les lieux pour des violations de bail. Un silence est tombé sur la foule. Le groupe de jazz s'est arrêté de jouer. Violation de bail ? Lucie a ri, un son aigu et nerveux. Ne sois pas ridicule, Amélie. Par maintenant. Je suis passé devant elle, directement vers le pied de micro que le groupe utilisait. Je l'ai tapoté une fois. Bonjour à tous, ai-je dit, ma voix résonnant sur la pelouse. Je m'excuse d'interrompre la fête, mais puisque nous sommes tous ici pour célébrer la remise de diplôme de Luc et le goût impeccable de ma mère, j'ai pensé que nous devrions éclaircir quelques malentendus. Coupez le micro.
a crié Lucie en se jetant sur le câble. L'officier lui a barré le passage. Vous voyez, il y a 7 jours, ai-je continué en brandissant l'enveloppe, on m'a dit que je n'avais pas ma place à la table d'honneur parce que je n'étais pas allé à l'université. On m'a dit que mon argent, gagné par le travail manuel, était assez bon pour payer votre dîner, mais que ma présence ne l'était pas. J'ai regardé la foule. J'ai vu le choc. J'ai vu la curiosité. Alors, parlons de l'endroit où cet argent est allé. J'ai sorti le premier document. Ceci est un relevé de carte de crédit. Une carte Platinum ouverte à mon nom sans mon consentement par ma mère, Lucie Lefebvre. 22 700 € de frais. Spa, vêtements de marque, cette fête. Des halètements ont parcouru la foule. Le visage de Lucie était blanc. Et parlons de l'invité d'honneur, ai-je dit, en me tournant pour regarder Luc, qui se recroquevillait près de la table des desserts. Luc, viens ici. Il n'a pas bougé. Ceci, j'ai brandi le relevé de notes, est un document officiel de l'université. Il montre que Luc Lefebvre n'est plus inscrit à des cours depuis 3 semestres. Il a été mis en exclusion académique il y a 1 an et demi. Le silence était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur l'herbe. Il n'a pas obtenu son diplôme, ai-je dit, la voix dure. Il a abandonné. Et depuis 18 mois, les chèques de scolarité que j'ai écrits, les prêts que mon père a contractés, ont financé son appartement et sa voiture. Tout était un mensonge. Un mensonge à 92 500 €. Jean-Pierre, qui se tenait près du bar, semblait sur le point de s'évanouir. Il a fixé Lucie. Lucie, est-ce que c'est vrai? Lucie tremblait, des larmes coulant sur son visage, non pas de remords, mais de rage. Espèce d'ingrate. Comment oses-tu? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu m'as volé, ai-je dit. Tu as commis une fraude. Tu as menti à tes amis, à ta famille, à tout le monde ici. Tu n'as pas de diplôme à célébrer, maman. Tu as un crime à ton actif. Je me suis retourné vers la foule. Alors, profitez du champagne. Il a été acheté avec de l'argent volé. Mais cette fête est terminée, tout comme mon financement de cette mascarade. J'ai regardé Lucie une dernière fois. Tu me voulais à la table des enfants? Parfait. Je repars avec la table. J'ai fait un signe de tête à Claire Bonnet, qui a remis à Lucie l'avis d'expulsion. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux, a dit Claire. La fiducie vend la propriété pour couvrir les dettes impayées. Lucie s'est effondrée sur l'herbe, sanglotant de manière théâtrale. Luc regardait le sol, incapable de croiser le regard de qui que ce soit. Jean-Pierre est resté là, un homme brisé, réalisant l'étendue de sa propre cécité. Je ne suis pas resté pour assister aux conséquences. J'ai tourné les talons et j'ai redescendu l'allée, le son de mes talons sur le pavé étant la seule musique dont j'avais besoin. Les retombées ont été rapides et brutales. Le rapport de police que j'ai déposé pour usurpation d'identité a été le catalyseur. Une fois que l'enquête pour fraude a commencé, les dominos sont tombés. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule victime. Lucie avait aussi ouvert des cartes au nom de Jean-Pierre. Elle faisait face à plusieurs chefs d'accusation de fraude. Luc a essayé de me contacter une semaine plus tard. Il a envoyé un long message décousu sur la façon dont la pression l'avait poussé à mentir, comment il avait peur de me dire la vérité. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Il a fini par emménager chez un ami, travaillant dans un magasin de détail pour rembourser ses propres dettes. Sa voiture a été saisie. Jean-Pierre a été la partie la plus difficile. Il ne connaissait pas l'étendue de la situation, mais son ignorance volontaire était tout aussi dommageable. Il a déménagé dans un petit studio en centre-ville. Nous nous parlons de temps en temps, mais la relation est altérée pour toujours. C'est un homme qui a laissé sa femme cannibaliser ses enfants, et c'est une chose difficile à pardonner. Quant à Lucie, elle a évité la prison en plaidant coupable et en acceptant un dédommagement, mais son statut social a été anéanti. La foule de la table d'honneur dont elle voulait si désespérément faire partie l'a laissé tomber dès que le scandale a éclaté. Elle vit maintenant dans une petite location, amère et seule, me blâmant toujours d'avoir ruiné sa vie. Et moi? Je suis assise dans mon atelier. Le soleil traverse les fenêtres poussiéreuses, illuminant le grain d'une belle table en noyer que je restaure.
Mon entreprise est florissante. J'ai une liste d'attente de clients qui respectent mon travail, mon temps et mes prix. J'ai acheté ma propre petite maison, pas un manoir, mais un endroit qui est à moi, payé par un travail honnête. J'ai regardé la table d'honneur que j'avais construite pour un client, une pièce d'artisanat magnifique, solide et authentique. J'ai passé ma main sur le bois lisse. J'ai réalisé que je n'avais jamais eu besoin de leur siège. Je pouvais construire ma propre table. Et à ma table, tout le monde est le bienvenu, tant qu'il apporte la vérité.